Bonsoir. Après avoir traversé toute la Méditerranée, l'expédition Thalassa, ce soir, fait route sur Alexandrie, en Égypte. Au-delà de la frontière égyptienne, nous passerons l'été à la plage à Gaza, dans les territoires palestiniens. Un pays sous embargo, une prison à ciel ouvert où la plage est le seul horizon, la seule fenêtre sur le monde. Instantané d'un bord de mer au parfum illusoire de liberté. On fait juste semblant d'être vivant. On est assiégé par la terre. On est assiégé par la mer, assiégé par les airs. Qu'est-ce qui nous reste? Il ne nous reste plus que Dieu. Où est-ce qu'on peut aller? Autant de visages qui ont fait la richesse de notre voyage. À Gaza, dans la bande de Gaza, territoire palestinien enclavé entre l'Égypte au sud et Israël au nord. Alors Sophie Bontemps et Yvon Baudin se sont intéressés au quotidien des Gazaouis, quotidien sous embargo, sous blocus et, comme l'année dernière aussi, sous les bombes. Ils nous ont ramené un reportage plein d'humanité, émouvant, un voyage au cœur d'un territoire prison où la cour de promenade est une plage longue de 40 km. Juillet 2009, scène de la vie quotidienne. Cela pourrait se passer sur n'importe quelle plage de Méditerranée. Il fait 38 degrés et ici aussi, les surfeurs cherchent la meilleure vague. On reste ici sur le balcon, on y passe toute la journée et on regarde les gens à la plage. Et moi, je regarde mon fils, il est toujours dans l'eau. Il se débrouille très bien, je suis très fière. Tu le vois là, je lui fais des signes comme ça. La plage, c'est Gaza. Gaza, l'été, 6 mois après la fin de l'offensive israélienne, une plage sous embargo. Depuis la fin de la guerre, la reconstruction n'a toujours pas avancé. 40 km de long, 8 km de large, Gaza est cette enclave, entourée de murs, de clôtures électrifiées infranchissables. Une prison à ciel ouvert, l'un des territoires les plus fermés du monde, les entrées et les sorties sont strictement contrôlées. Au nord, une porte tenue par Israël, c'est Erez. Gaza, comme une longue plage que l'on parcourt du nord au sud en moins d'1 heure. 1 500 000 personnes vivent ici. Au sud, des barbelés, c'est la fin de la route. La frontière avec l'Égypte, un point de passage vers le monde extérieur rarement ouvert. Au large, un patrouilleur de l'armée israélienne ferme l'horizon. Quartier Zetoun, à l'est de la bande de Gaza. En français, c'est le quartier des Oliviers. Mais d'oliviers, il n'en reste plus beaucoup. La famille Samouni a toujours vécu ici. Une grande famille d'agriculteurs qui habite aujourd'hui un champ de ruines. Jour et nuit, un ballon blanc équipé de caméras surveille, un œil dans le ciel. Moussa a 19 ans, ses gravats étaient sa maison. Pendant toute la durée de la guerre, les cadavres de ma famille sont restés là, sous les décombres de notre maison. C'est là que le massacre a eu lieu. Il y avait ici 22 morts sous les pierres. Moussa a perdu ses parents et 2 frères. Moussa, sa sœur et les plus petits ont trouvé refuge chez un oncle. Dormir, manger entre des murs couverts de graffitis, les souvenirs laissés par les soldats israéliens lors de l'attaque de l'hiver dernier.
Zeinab a 13 ans. On a tous peur. Tous les habitants du quartier ont peur. Il n'y a pas que moi. Vous avez peur de quoi? Ils disent tous que les soldats israéliens vont revenir. Pourquoi? Parce qu'on a porté plainte au tribunal pour crimes de guerre. Les gens d'ici discutent entre eux. On a vraiment peur qu'ils reviennent. L'autre jour, il y avait un avion pas loin et il tirait là, juste à côté. Chaque jour de l'été, chaque jour de vacances, Zeinab, ses sœurs, ses cousines partent à la plage. Au bout du chemin, là où les photos des martyrs veillent, un autobus va passer embarquer les filles le matin, les garçons l'après-midi. Car les activités ne sont plus mixtes depuis cette année seulement. Garçons et filles ne sont plus mélangés. Sous la pression des radicaux du Hamas, le parti islamiste au pouvoir. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a installé ses camps de vacances sur la plage tout au long de la bande de Gaza. Un centre aéré géant en bord de mer, aux couleurs des Nations Unies, ouvert à tous. 10 000 enfants comme Zeinab viennent dans ces camps d'été, chaque jour. Là, j'ai dessiné ma maison avant les bombes, avant que la maison disparaisse. Quand le soleil s'est levé, après le départ des soldats, le soleil était très content. Des fois, je suis heureuse de dessiner. Quand je dessine mon quartier, je le dessine comme il était avant. Mais tout de suite, je me rappelle ce qu'il est devenu et ça me fait du mal. Et chaque jour, le moment le plus attendu, c'est la baignade, dans les vagues, même si personne ne sait nager. Notre rôle, c'est de leur remonter le moral, leur changer les idées ici à la mer, leur faire oublier les images de la guerre, parce que ces enfants vivent tous sous l'occupation. Les enfants spécialement ont tout perdu. Ils sont très touchés. Il leur manque quelque chose, c'est évident. On leur dit venez, ici il y a une fenêtre sur la mer. C'est un espace de liberté pour vous. Qu'est-ce que c'est ce bruit? Ce bruit, je pense que c'est un F-16 qui passe. Vous avez l'habitude? Oui, mais on a toujours peur quand on en entend un. Vous avez toujours peur aujourd'hui? Oui, parce que ce qu'on a vécu, un mois de bombardement, ça a été terrible.
Dans la cabane des maîtres nageurs sur la plage de Chakajlim, Mahmoud et Youssef préparent ce qu'ils ont de plus précieux à Gaza, pour le bonheur de la glisse et l'illusion de la liberté. Les vagues ne sont pas très grosses aujourd'hui, mais on va se débrouiller. Les premières planches ont fait leur apparition à Gaza il y a 10 ans. Mohamed, le maître nageur, a découvert le surf à la télé. Depuis, ils sont quelques-uns à affronter les vagues avec des vieilles planches à voile de récup offertes par des missions humanitaires. Quand on monte sur les vagues, c'est ça que je ressens, une impression de liberté totale. En mer, personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux. Personne ne peut plus rien m'interdire. Personne ne me retient prisonnier. Quand je surfe, je suis plein de ce bonheur-là. Et quand j'arrive à faire des trucs comme les autres surfeurs, eh bien, je me sens moi aussi génial. Avant, on fabriquait nous-mêmes des pièces avec de simples morceaux de bois. Aujourd'hui, on a fabriqué cet aileron avec de la fibre de verre. Au début, on ne savait pas. On a appris petit à petit. Moi, mon rêve, c'est qu'ils deviennent meilleurs que moi et qu'ils partent un jour en compétition à l'étranger. J'espère que quelqu'un les parrainera et qu'on deviendra champion du monde de surf. À Gaza, où tout, le ciment, les matériaux de construction, les pièces mécaniques manquent, il n'y a bien sûr pas de magasin de surf pour Mahmoud et ses copains. 6 mois après la fin de l'offensive, Israël maintient toujours un blocus rigoureux. Gaza est une enclave sous embargo depuis la prise du pouvoir des islamistes du Hamas en 2007. Le blocus est une punition collective. Juillet est le mois des mariages et des fêtes. Mohamed Soltan est le père d'une famille de 25 personnes. C'est lui qui fait les courses pour la maison. Il nous emmène sur le marché. Il n'y a pas de famine à Gaza, mais certains produits jugés luxueux par les autorités israéliennes n'arrivent pas toujours. Il y a quelques mois, c'était les macaronis. En juillet, c'est le chocolat et la sauce tomate qui sont interdits. Visite guidée dans les boutiques. Toutes ces boîtes, tout ça, toutes ces conserves, elles viennent pas d'Israël, elles viennent d'Égypte. Ce fromage, par exemple, il est égyptien. Là-bas, il coûte 1 shekel. Ici, il est beaucoup plus cher, il est à 7 shekels. Je connais bien les prix en Égypte. Avant, je faisais le marché là-bas. Tous ces produits, le halawa, toutes ces boîtes, les épices, la sauge, les noix de muscade, tout ça, ça vient par la contrebande, par les tunnels. Ça rentre d'Égypte et tout ce qui arrive par les tunnels est 3 fois plus cher. Israël avait déclaré dernièrement qu'ils allaient ouvrir les frontières. Mais en fait, ils ne laissent entrer que des produits d'entretien fabriqués en Israël et qui sont à la limite de la date d'expiration. Personne n'achète les produits qu'ils laissent entrer. Il y a 2 mois, ils ont annoncé l'entrée de 15 autres produits. Mais depuis 2 mois, il ne s'est rien passé, rien n'est arrivé. Le ramadan va commencer et aucun des produits qu'on consomme pour les fêtes n'est encore arrivé. Ces fruits, ils viennent d'Israël. Les fruits qu'ils nous envoient à Gaza, c'est ce qu'ils appellent zourbet en hébreu. C'est la classe B. Si c'était de bonne qualité, ils l'exporteraient à l'étranger. Là, si tu regardes bien, tous ces fruits sont abîmés et dans les mangues, il y a des vers. Hassan est le fils aîné de Mohamed Soltan. Il est notre chauffeur et nous emmène tout au sud, jusqu'au tunnel de contrebande. La contrebande est organisée depuis ici, depuis la frontière égyptienne à Rafah. Des tunnels de 200 mètres à 1 kilomètre de long sont creusés dans le sable et passent sous cette frontière.
tout ce que les Israéliens ne laissent pas entrer transite sous terre, à 50 mètres des miradors égyptiens. C'est une véritable économie, la plus grande source d'emploi du pays. Regarde, les tunnels sont là. Ils sont sous les bâches. Chaque bâche que vous voyez cache l'entrée d'un tunnel. Au bord de cette route, il n'y a que ça, des tunnels. C'est ici qu'on fait passer les produits de l'Égypte à Gaza. Les travailleurs qui sont là, ils font passer l'essence et le diesel. Tous ceux qui avaient des ateliers, des petits boulots, ils n'ont plus rien. Alors ils mettent leur argent en commun et ils creusent un tunnel pour gagner leur vie. Les camions-citernes viennent ici faire le plein d'essence à la sortie des tunnels avant de la revendre 50 centimes d'euros le litre sur le reste du territoire. Ce que Hassan ne dit pas, ce sont les armes qui transitent aussi par des tunnels particuliers contrôlés par les islamistes du Hamas. Il y aurait 1 millier de souterrains en activité dans l'enclave palestinienne, mais le passage est dangereux. Le jour du tournage, 5 personnes étaient prises au piège des galeries effondrées. La famille Soltan, Mohamed le père, Hassan notre chauffeur, vivent dans cette maison sans porte et sans vitres aux fenêtres, 3 générations sous un même toit. Koussaï, le deuxième fils, est pêcheur. Mohamed le père ne travaille plus depuis la fermeture du territoire en 2000. Les photos de la famille racontent l'époque où tout le monde circulait et passait des vacances en Israël, quand le père était ouvrier sur les chantiers, là-bas. J'ai commencé à travailler en Israël quand j'avais 27 ans. J'ai pu me déplacer librement pendant 30 ans. Il n'y avait pas de checkpoint ARS, on n'avait pas besoin de laisser passer. Au pire, les soldats nous arrêtaient. On leur disait qu'on allait travailler, ils nous disaient « Allez-y ». D'Israël, ses petits-enfants ne connaissent aujourd'hui que les photos et les soldats. Les arbres étaient beaux, les êtres humains tranquilles. Les soldats israéliens n'ont rien laissé debout. Ni les arbres, ni les hommes, ni les pierres. Ils ont tout détruit. Aujourd'hui, je ne peux plus supporter de les voir, même en images. Quand les enfants regardent la télé, c'est vraiment trop dur. Jamais, jamais la paix ne viendra entre nous. Nous sommes dans le plus grand camp de Gaza, c'est le camp de Shati. 70 000 personnes vivent entassées ici, sur 1 km². C'est la plus forte densité démographique du monde. Ahmed Yacoubi est né dans le camp de Shati. Il est le directeur du service des eaux de la bande de Gaza. Et à Gaza, les égouts se déversent directement dans la mer. Comme vous pouvez le voir, la couleur de l'eau n'est pas propre du tout. Et nous avons analysé l'eau de mer à différents endroits de la côte. Nous avons relevé une augmentation importante de la pollution. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des coliformes, des streptocoques qui proviennent des matières fécales. Et nous recommandons aux gens de ne pas venir nager dans la mer. Mais c'est impossible de les en empêcher et de les interdire. Car en été, c'est le seul endroit où ils peuvent venir s'amuser un peu. Bonjour, vous habitez où? J'habite ici, dans le camp. Aidez-nous à construire. Vous venez toujours et vous faites des photos, clic-clac, et après bye-bye, vous partez. Je vous demande, ça sert à quoi? Moi, je continue à vivre ici, dans la merde. Laissez-nous vivre avec les égouts. Donnez-moi du travail, même dans la merde. J'aurai pas honte. 80% de la population du territoire palestinien vit de l'aide humanitaire. Près de la moitié est au chômage. C'est l'une des 2 stations d'épuration de la bande de Gaza. La centrale a été bombardée, elle est à l'arrêt.
Aucun des moteurs de ce bassin ne fonctionne. Bien sûr, aucune pièce détachée ne peut rentrer. Blocus oblige. Alors, tout le long du littoral, des tuyaux comme celui-ci continuent à cracher des eaux polluées. 80 millions de litres d'eau non traitée sont déversés chaque jour en Méditerranée. Mon frère est maître nageur et il est allé sauver quelqu'un qui se noyait ici. Et depuis, il est malade. Il a des problèmes aux yeux. Et moi aussi, j'ai mal aux yeux. Dès que tu rentres dans l'eau, ça te brûle et ça te fait mal. Il faut vraiment que les autorités fassent quelque chose, qu'ils nous enlèvent ça d'ici. Le peuple palestinien n'a pas de santé. Il est usé, ça fait 1 million d'années qu'on est mort. On fait juste semblant d'être vivant. Regardez ce qu'on a gagné, 20 shekels, 5 € aujourd'hui. Avec 2 bateaux et tous les filets. Et on est 3. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pêcheurs sont morts. Ceux qui gagnent de l'argent ici, c'est la police. Ils touchent un salaire à la fin du mois, mais les petits n'ont rien, ils sont morts. La date d'expiration du peuple est dépassée. Aujourd'hui, c'est vendredi et sur la plage, les policiers du Hamas patrouillent comme chaque jour. Il fait près de 40 degrés, les femmes doivent rester habillées des pieds à la tête. Les hommes portent des t-shirts et des shorts longs. Les codes vestimentaires imposés par les islamistes sont de plus en plus stricts. Atam, lui, est un petit vendeur. 10 centimes d'euros la patate douce, cuite sur la plage. J'ai pas trouvé d'autre travail à faire. Ça va, ça paye à peu près bien. Les filles par là. Les filles avec le mec là, ou plutôt le mec avec les filles. Allez vers le sud pour que je puisse vous voir. Là j'ai du soleil dans les yeux et je vois rien. Eh les jeunes là-bas, vous voulez mourir, c'est ça? Allez plus vers le sud. Si vous restez là, je peux pas vous voir à cause du soleil. J'y vois rien, je vous dis. Allez-y, bougez. Allez vous baigner tous ensemble vers le sud. Il y a beaucoup de cas de noyade, mais il n'y a pas eu de mort aujourd'hui, parce qu'on a gardé l'œil bien ouvert. Il y a eu un type qui se noyait là-bas, mais on a réussi à le sauver. La pollution, j'ai entendu dire qu'il y avait un microbe dans l'eau, et c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas grand monde qui se baigne aujourd'hui. Ils en ont peut-être entendu parler. Mais vous savez, si l'eau n'est pas transparente, c'est pas à cause de ça, c'est à cause des algues. C'est pas les égouts la couleur. C'est à cause des algues. Sur le port, c'est le petit matin. Un vent de brume et de chaleur enveloppe la bande de Gaza. On a rendez-vous avec Koussaï pour embarquer à bord de l'un de ses chalutiers. Les bateaux à Gaza n'ont plus d'âge. On s'étonne presque qu'ils arrivent encore à naviguer. Moi, j'ai toujours eu envie de quitter Gaza, définitivement, de partir. Ouais, de ne plus revenir. Ouais, c'est ça, ne plus revenir. On a envie de sortir d'ici, ne plus jamais voir Gaza, à cause de toute cette souffrance, à cause des bateaux militaires, à cause de l'embargo, de l'enfermement. Ils nous étranglent avec l'embargo. Quand on prend la mer et qu'on s'approche des frontières vers le sud ou vers le nord, je veux dire vers l'Égypte ou vers Israël, j'ai toujours envie qu'une grande tempête arrive et qu'elle me jette de l'autre côté de la frontière. Comme ça, je pourrais toujours dire aux Israéliens, c'est à cause de la tempête, c'est pas de ma faute. Le chalut est traîné à moins de 2000 des côtes.
Il faut plusieurs heures avant de le remonter. « 5 heures d'attente pour ça. Pour moins de 10 kilos de poissons à se partager entre 6 pêcheurs. Vers le nord, on est presque à la frontière avec Israël. Regardez, regardez, il arrive, il est là-bas. Les bateaux militaires sont là au large. Ils empêchent tous les chalutiers d'approcher à moins de 2000 des frontières. Tu as entendu l'obus? Qu'est-ce que tu veux de plus? Et ils viennent d'en balancer un autre. Il va pas venir sur nous. Il continue à tirer pour qu'on se casse, c'est tout. Mais si on continue vers le nord, vers la frontière, là ça va vraiment faire mal. Il n'y a plus de compromis maintenant. Ils te tuent direct, au lieu de t'arrêter comme avant. Avant, on jouait aux gendarmes ou aux voleurs, mais ils rigolent plus maintenant. Ils envoient un obus et ils s'en foutent si on meurt ou pas. Il n'y a pas d'humanité. Ils comprennent pas qu'il s'agit d'êtres humains sur les bateaux de pêche. Pour eux, on est des terroristes, rien d'autre. Alors vous inquiétez pas, c'est normal. L'obus est tombé à moins de 20 mètres. Le moteur du chalutier porte toujours les traces des balles israéliennes. Il y a des accidents chaque jour à Gaza. Les bateaux ne peuvent plus aller au-delà de 2005 des côtes. Le territoire de pêche se réduit de mois en mois. Eux n'iront pas à la plage aujourd'hui. Pas question de s'amuser. Ces garçons ont entre 12 et 18 ans et sont enrôlés dans l'un des camps d'été du Hamas, le parti religieux au pouvoir. Pour les islamistes du parti, il s'agit de forger la nouvelle génération. Et les méthodes des moniteurs sont plutôt musclées.